Reagan nous dit: Malthus n'ayant pas vu que les déchets posaient aussi un certain nombre de problèmes. Alors ça, c'est écrit en 1971. Hein, voilà. Mm. Malthus n'ayant pas vu que les déchets posaient aussi un certain nombre de problèmes économiques, il était normal que les différents économistes qui ignoraient jusqu'à l'input des ressources naturelles ne portassent aucune attention à l'output des déchets. En conséquence, les déchets, à l'instar des ressources naturelles, sont tout simplement négligés dans la fonction de production standard. Ça, c'était en 1971. Et en 1971, on n'en parlait pas avant, on a commencé à en parler après. Et Reagan nous dit: les économistes doivent donc avoir éprouvé une certaine surprise lorsque le problème de la pollution a commencé à frapper tout le monde, c'est-à-dire après les années 70. Et pourtant, étant donné la nature anthropique du processus économique, les déchets sont en output aussi inévitable que l'input des ressources naturelles. Alors, mais dorénavant, les économistes ne peuvent plus ignorer l'existence de la pollution. Ils ont même subitement découvert qu'ils ont réellement quelque chose d'important à dire au monde, à savoir que si les prix sont justes, il n'y a pas de pollution. Alors, là, Reagan entame un de ses chevaux de bataille favoris, qui sont, je dirais, aussi, enfin, les miens, en tout cas, je ne vais pas parler je vais pas parler pour tout le monde, qui est que toute la mouvance néolibérale ou libérale tout court, ou capitaliste, on l'appelle comme on veut, euh, dit que la pollution, ça peut être réglé, ça peut être même annihilé par le système des prix. On va retrouver le même type de raisonnement, et Reagan en reparlera d'ailleurs, lorsque on parle de la raréfaction des ressources naturelles, et que les néolibéraux disent: mais le problème des prix va régler la raréfaction. Et à chaque fois, eh bien, on va constater que Reagan cite Solow, hein, Absolument. que nous avons décortiqué pendant une réunion complète. Je vous renvoie donc à cette vidéo parce qu'on a tout le modèle de Solow Mhm. qui a été étudié avec des extraits de ce qu'il a dit, voilà, en commentant Mhm. exactement les théories de Solow. Voilà. Alors que Solow, lui, ne parle jamais de Roentgen, les deux, euh, les deux individus étant tout à fait contemporains. Voilà, ils avaient le même âge, etc. D'ailleurs, Solow a eu le prix Nobel et pas Roentgen. Voilà. Alors, les déchets sont un phénomène physique qui est en général nuisible à telle ou telle forme de vie et directement ou indirectement à la vie humaine. Alors, dans certains cas, la pollution, alors Reagan nous dit dans certains cas, la pollution, enfin les déchets, donc, peuvent être recyclés de façon naturelle, par certains processus naturels. Les cadavres, les excréments sont graduellement réduits par des processus naturels. Voilà. Bon, ça, on sait depuis longtemps que les déchets de l'activité humaine peuvent être euh, recyclés, c'est-à-dire en fait annulés par des processus naturels. Parce que il faut bien voir que lorsque Reagan nous parle des excréments qui sont récupérés par, je dirais, la terre arable, bon, il parle tout simplement de l'agriculture. Bon, l'agriculture, c'est déjà une activité industrielle. Mhm. Même avant qu'on ait l'agriculture industrielle. Bon, eh Bien bien, sûr. l'agriculture, c'est une action artificielle de l'homme qui met la nature en coupe réglée et qui, on a des inputs et on a la sortie des outputs, c'est-à-dire des produits que l'homme va consommer. Et ça génère des déchets. Mais ces déchets, dans le cadre de l'élevage, non pas industriel, mais de l'élevage artisanal, ancestral, eh bien, ils étaient recyclés par la nature. Donc, le déchet produit par l'activité humaine, il a une capacité, il a une propension à être éliminé et même optimisé par la nature elle-même jusqu'à une certaine limite, jusqu'à justement le développement industriel de tout ça. Voilà. Je m'arrête. Mhm. Commentaire. Non, moi, je trouve ça tout à fait clair et conforme
à une juste perception de la nature. La nature, elle évolue, ses équilibres évoluent et la gestion des déchets dans le cadre de l'évolution naturelle, si on peut considérer ça comme ça, de la nature, évolue aussi. Le problème et les usages démultipliés, c'est ça qui a fait effectivement basculer le problème des déchets, enfin la question des déchets vers un problème des déchets. Voilà, très bien. Enfin, je pense qu'on La est d'accord question sur des ce. déchets est devenue un problème de déchets. Il Voilà. ne faudrait pas penser, effectivement, là, je suis tout à fait d'accord avec toi, que les déchets, c'est par définition un problème. Non, pas du Hein, tout. C'est quelque chose qui ne pose pas de problème, justement, tant qu'on est en dessous. Alors, les croissants volontaires vont dire en dessous des seuils de soutenabilité. Lorsqu'on n'est pas entré dans de la croissance exponentielle, les déchets font partie du, sont une résultante normale de l'activité artificielle, économique de l'homme, mais d'une part, ils ne posent pas de problème, ils sont recyclés et même ils sont optimisés. tout à fait. Alors, il nous dit ensuite d'autres déchets ne sont susceptibles d'être éliminés que dans la mesure où ils peuvent être convertis en déchets moins nuisibles grâce à certains traitements de notre part. Bon. Toutefois, on ne peut pas se débarrasser de tous les déchets de cette façon. Et là, il cite évidemment les déchets radioactifs. L'impossibilité de réduire la très dangereuse radioactivité des déchets nucléaires nous en offre un exemple d'actualité. Bon, il décrit ensuite la radioactivité qui diminue dans le temps et il cite des chiffres. Voilà. Euh, Donc, il y a des déchets qui peuvent être éliminés naturellement et optimisés. Bon, il y a d'autres déchets qui peuvent être convertis en déchets moins nuisibles. Hein. Toutefois, là, bon, il y a une limite et il s'avère que les déchets de la société industrielle croissanciste sont des déchets qu'on voudrait transformé en déchets moins nuisibles, mais on a de gros problèmes par rapport à ça. Alors bon, c'est écrit en 1971, donc c'est largement prémonitoire. Alors, ensuite, un petit peu plus loin, Roegen, en quelque sorte, annonce le réchauffement climatique. Il dit la chaleur en 70, personne ne parlait du problème de réchauffement climatique. La chaleur additionnelle, qui est la conséquence ultime de la transformation humaine de toutes les formes d'énergie terrestre, est susceptible de bouleverser le délicat équilibre thermodynamique de la planète de deux façons. En premier lieu, les îlots de chaleur créés par les centrales thermiques non seulement perturbent, comme chacun le sait, la faune et la flore des rivières, des lacs et même du littoral marin, mais ils peuvent même altérer les équilibres climatiques. Bon, il fallait quand même écrire ça en 71. Euh, il était, enfin, euh, Visionnaire. jusqu'à preuve du contraire, il était le seul. Une seule centrale nucléaire peut élever la température de l'eau d'une rivière comme l'Hudson de 4 degrés, d'où le problème formidable et récurrent du choix de l'emplacement de chacune des centrales suivantes. En second lieu, la chaleur globale additionnelle dégagée là où on produit de l'énergie et là où on la consomme pourrait augmenter la température de la Terre au point que les calottes glaciaires fondraient, événement aux conséquences catastrophiques. Bon, donc voilà qu'en 70, Roegen imagine que l'activité industrielle peut déjà provoquer un certain réchauffement climatique. Et il termine ce paragraphe en nous disant, puisque la loi de l'entropie n'offre aucune possibilité de refroidir une planète en réchauffement continuel, la pollution thermique pourrait se révéler pour la croissance un obstacle plus décisif encore que la finitude des ressources accessibles. Euh, bon, il nous dit que en gros, le réchauffement climatique, ça peut se révéler un obstacle encore plus décisif
que la finitude Mhm. fait que la raréfaction des ressources Mhm. naturelles. Mhm. Bon, et alors, moi je dis quelque chose d'un petit peu différent. Je dis que le réchauffement climatique, c'est une externalité négative de la croissance. C'est-à-dire que c'est la Mhm. croissance crée le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, lui, va créer peut-être un arrêt de la croissance. Bon. Mhm. Alors que la genèse par la raréfaction des ressources naturelles, c'est me semble-t-il, d'un autre. On aboutit au même résultat, mais c'est d'une autre nature. La raréfaction des ressources naturelles, elle empêche la croissance de fonctionner, elle empêche la machine de fonctionner. Donc on a d'un côté un obstacle. D'ailleurs, bon, il ne tranche pas entre les deux, il dit que ce sont deux obstacles. Il y a un obstacle qui est que nous n'avons plus de carburant à mettre dans la méga machine, donc la machine s'arrête. Et puis il y a un autre obstacle qui est, quel que soit le fait qu'on ait ou qu'on n'ait pas du carburant pour de la machine, ou bien, et là je vais parler comme les décroissants volontaires, et quand bien même nous aurions autant de ressources naturelles que nous voulons, et cela d'une façon illimitée et jusqu'à la fin des temps, eh bien, il y aurait ensuite, dans le cas des externalités négatives produites par la méga machine, un obstacle qui ferait arrêter la machine. Bon, ça me paraît particulièrement visionnaire d'écrire ça en 1971. Oui, ceci dit, les croissancistes lui répondraient oui, mais si on n'a aucun problème de limitation de l'énergie, on va pouvoir trouver, rien n'interdit de penser qu'on va trouver des technologies de refroidissement, par exemple. Mhm. Oui, bien sûr, mais c'est tout ce qui démonte après, C'est en ce qui parlant des démontre mythes. après. Hein, Voilà. voilà. Et après, il va nous Mais dire oui, mais on va nous répondre et exactement. ça, ce Oui. sont que des, voilà, que des mythes. C'est sûr que Mais là, c'est les raisons. Il pose déjà les, je dirais, les piliers des mythes à venir. C'est intéressant. exactement, exactement. Alors, on semble croire qu'il suffit de faire les choses différemment pour éliminer la pollution. La vérité, c'est que l'élimination de la pollution, comme le recyclage, n'est pas gratuite en termes énergétiques. C'est là qu'il faut bien faire la différence entre gratuit financier. Les néolibéraux vont dire, mais bon, si on paye, on va pouvoir trouver quelque chose, mais Reugen, disons, sort toujours sa carte énergétique en disant, il ne faut pas compter en termes financiers, il faut compter en termes énergétiques. Donc, Tiens. éliminer la pollution, lutter contre la pollution, ça coûte de l'énergie. Donc, on détruit encore plus la basse entropie. Mhm. En outre, chaque degré dans la réduction du taux de pollution se traduit par un coût qui s'élève encore plus rapidement que pour le recyclage. Alors, bon, on a déjà parlé du recyclage, on dit que le recyclage avait un coût très important, et la réduction de la pollution, parce que la pollution, c'est pas uniquement le recyclage, pour Huygens, ça lui paraît encore plus coûteux en termes d'énergie que le recyclage. Et il nous dit que nous devons prendre garde de ne pas troquer une pollution locale contre une pollution plus grande mais éloignée. Alors, je pense qu'il ne faut pas entendre local comme un adjectif géographique. Hein. Voilà. Il y a des commentaires là-dessus? Mhm. Pour moi, c'est bien, ça va. Moi, pour le moment, tout roule. Ça roule. J'essaye de distinguer encore volontaire et inéluctable. Oula, oui. Ceux-là, j'arrive pas à les voir encore. C'est Alors, ma grande découverte d'aujourd'hui. oui. Alors, je dirais que pour commenter ce que tu dis, Hervé, on peut se tutoyer peut-être. Oui, mais bien sûr. Voilà. Huygens, c'est un inéluctable. Ouais. Bon, mais il ne le dit pas. C'est pas.
c'est quelque chose qui est induit et qui va de soi. Et, et donc, en étudiant Roegen, en fait, on travaille sur l'inéluctabilité de ce que nous pensons qui doit nous arriver. Nous n'abordons jamais le fait que ça va arriver parce que les hommes vont décider que ça arrive. Roegen n'en parle jamais, alors je dirais presque pas jamais. Bon, enfin, bon, j'anticipe. Alors, ensuite, avancer en outre que l'homme peut construire à n'importe quel coup un nouvel environnement confectionné à la mesure de ses désirs, ça revient à ignorer complètement que le coût s'exprime essentiellement en basse entropie et non en argent. Voilà, d'une part. Et d'autre part, ça ignore qu'il est soumis aux limitations imposées par les lois naturelles. Donc, les lois naturelles dont l'homo industrialis a cru pouvoir s'affranchir, bon, Roegen nous les rappelle, nous les rabâche. On ne peut pas s'extraire des lois naturelles. Alors, quelqu'un comme Jean Covici ne dit pas autre chose. Je pense qu'il démarre chacune de ses conférences en disant, écoutez, ça, c'est de la physique. C'est-à-dire, je vais vous parler, c'est même pas la peine de me contredire sur ce que je vais dire, parce que c'est de la physique. Voilà. Bon. Et de ce point de vue-là, Roegen a été l'initiateur de cet avertissement liminaire, je dirais. Alors, souvent, nos arguments procèdent de la croyance en une activité industrielle libre de toute pollution. C'est un mythe aussi trompeur que la croyance en une durabilité perpétuelle. Bon, c'est un chapitre sur la pollution, mais il met au même niveau le mythe selon lequel on va pouvoir, et c'est un mythe sur lequel est assis aujourd'hui tout le mix énergétique, le développement durable, c'est-à-dire on va pouvoir avoir une industrie propre, hein, l'énergie propre, l'industrie propre, la fabrication propre, c'est-à-dire sans déchets, sans pollution en tout cas. Bon. C'est un mythe pour lui aussi important que le mythe que ça va durer. Voilà. Alors, ça c'était le chapitre 5 sur les déchets.